Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Préparez-vous, vous n'êtes pas prêts pour cette vidéo. On va parler aujourd'hui de 4 mecs. 4 gars qui, avec leur idée, ont façonné la société d'aujourd'hui. Un remix des 4 fantastiques, mais qui n'ont rien d'héroïque. Ce serait plutôt les 4 illogiques. Pas éthiques. Mais tous en peur panique. Vous ne les connaissez probablement pas, et pourtant leur idée est partout présente dans vos vies. C'est ce concept qui va déterminer le grade que tu vas obtenir au bac, mais c'est aussi le concept qui a influencé la fameuse phrase de ta mère « 7 sur 10 ». Il a eu combien, Kevin? En passant par la manière dont tu as été recruté dans ton job, et enfin, c'est cette méthode qui va permettre d'établir le pourcentage de chance pour que ton mec, ou ta meuf, te trompe. Avec Kevin. Toute notre société est articulée autour de ce principe, la moyenne. Laissez-moi vous expliquer comment ce concept simple est peut-être la plus grosse connerie de l'humanité. C'est ce livre qui, il y a quelques années, m'a ouvert les yeux. Ce livre qui vient de mon décor, vous voyez le trou là, c'est dire quelle importance il a à mes yeux. Ce livre qui donc, comme je le disais, m'a permis d'ouvrir les yeux, de voir the whole picture, et qui aujourd'hui va vous plonger dans les méandres de la société. J'ai trop hâte de partager tout ça avec vous. Petit disclaimer, nous vous recommandons de tenir votre tête pendant toute la durée de la vidéo, sous peine de teuter exploser. L'histoire commence en 1819. Un scientifique belge reçoit son diplôme, il s'appelle Adolphe Quetelet. Bonjour, enchanté. À 23 ans, il obtient son tout premier doctorat en mathématiques. Ça part très mal. Non seulement il fait partie des 4 illogiques, mais en plus il a le profil type du méchant dans les BD. Un docteur en maths bourré d'ambition, et il est dedans, il est dedans. Alors lui, son but, c'est de devenir aussi connu que son idole, Isaac Newton. Et il se dit que c'est dans le domaine de l'astronomie qu'il a le plus de chances de se faire remarquer, vu que c'était la discipline majeure de son temps. Problème, en 1830, la révolution éclate en Belgique. Oui, écoutez, parfois ça nous arrive aussi d'en avoir jusque-là. Ça arrive. On a voulu avoir notre pays à nous, bon, c'est pas grand-chose, mais il est à nous. Du coup, le Quetelet, avec tous ces affrontements dans tout le pays, il peut pas bosser. Et c'est donc à ce moment-là qu'une idée lui vient. Est-ce qu'on pourrait pas inventer une science qui étudie l'individu pour pouvoir prévoir ce type de comportement? On était à cette époque au début de la collecte moderne de données, mais personne ne savait quoi faire de ces données. Lui vient alors une obsession, il veut analyser ces données. Il veut analyser l'humain. PowerPoint, PowerPoint, PowerPoint. Les gens de l'époque pensaient que les données humaines étaient beaucoup trop confuses pour être interprétées. Les statistiques sur l'humain n'existaient pas d'ailleurs. Il n'y avait pas de 2 adultes sur 5 ont une jambe plus petite que l'autre. Personne n'avait cette info. Et ce que va faire Quetelet, c'est qu'il va appliquer les méthodes de l'astronomie, les mathématiques de l'astronomie, aux personnes. Il faut savoir qu'au XVIIIe siècle, quand 10 astronomes mesuraient la vitesse d'un objet céleste, on obtenait 10 mesures différentes. Au lieu de se poser des questions sur leur méthode, les astronomes ont adopté une solution ingénieuse qu'ils ont appelée la méthode des moyennes. On prend les 10 mesures, qu'on divise par 10 pour obtenir la moyenne. Ils sont sûrs que ça va affiner le résultat, que ça va donner plus de précision. Toujours délicat, hein? Toujours délicat. Bah oui les gars, ça va pas cette méthode. On sait aujourd'hui que s'il y a ne fût-ce qu'un astronome qui est bourré ou crevé le jour de son observation, et qui mesure un truc complètement anormal, vous avez beau faire la moyenne, vous ne la retrouverez plus jamais l'étoile. Ça permettez-moi de vous le dire. Et pourtant, attention, le destin de l'humanité change dans 4, 3, 2, 1. Quetelet choisit quand même de prendre cette méthode des moyennes et de l'appliquer aux personnes. Please, no! Cette décision petite, insignifiante, une sorte de merde de décision quelque part, et fausse, et fausse, va pourtant changer la façon dont la société conçoit l'humain. Je vous explique. En 1840, il va faire sa toute première analyse. Il prend l'ensemble des données publiées par la ville d'Édimbourg sur une donnée toute simple, le tour de poitrine des soldats écossais. Il a tout additionné et il a divisé le total par le nombre de participants. Et donc il a obtenu le tour de poitrine moyen d'un soldat écossais. Et pour lui, cette moyenne, c'est la mesure du soldat parfait, celui qui n'a aucune imperfection. Écoutez son raisonnement. Si on fait faire 1000 copies d'une sculpture par des sculpteurs, chaque copie comportera des erreurs par rapport à l'original. Mais si on prend la moyenne des 1000 statues, cette statue moyenne sera quasiment identique à l'original. Bon, déjà ça, c'est faux. Et alors il continue le raisonnement avec un argument pas du tout logique. Si on le prend dans le cas du soldat, la moyenne de ces 1000 soldats, c'est le soldat parfait. Les autres ne sont qu'une représentation imparfaite. Conclusion, toute l'humanité n'est qu'une copie imparfaite de l'homme moyen. J'ai envie de rentrer, me foutre ma servante et terminer bonsoir. Tout est faux dans ce constat, tout. Je sais qu'aujourd'hui, quand on te dit t'es moyen, t'as tendance à te considérer comme inférieur, et on verra pourquoi plus tard, mais pour Quetelet, l'homme moyen, c'est la perfection incarnée. Bon, de toute façon, on va pas s'inquiéter, y a rien de logique, donc ça ne va pas prendre.
ne pas sous-estimer les bases de notre société. En tout cas, le mec est parti. Bon, il calcule tout. L'âge moyen auquel les couples doivent se marier, tout. Les recherches de Quetelet sont devenues un principe fondateur des sciences sociales. Les gouvernements ont adopté sa science sociale mi-spatiale comme base pour comprendre leurs citoyens et pour créer leur politique. Oui, peut-être. L'invention de l'homme moyen va marquer le début de l'ère de la moyenne. De 3 mois, 3 x 4, 9. Pourtant, le concept pose problème. Un exemple super clair, vous allez voir. Je vous emmène à la fin des années 40. L'armée de l'air américaine se trouve face à un problème. Certains de leurs pilotes ne parviennent pas à garder le contrôle de leur avion. Je perds le contrôle. Mais arrête de voler tout le temps la tête en bas, toi aussi. On comprend pas, ils sont en plein vol, il n'y a rien à signaler, puis leur avion pique involontairement, ou alors ils ratent complètement leur atterrissage. Il y a plein de scénarios étranges qui font leur apparition. Les pilotes, pour ceux qui sont toujours en vie pour commenter leur crash, ils comprennent pas la raison de leur perte de contrôle et ils invoquent des raisons mécaniques. J'ai glissé, chef. L'armée s'était pourtant penchée en 1926 sur la conception du poste de pilotage. Les ingénieurs avaient pris les dimensions de certains pilotes et puis ils avaient standardisé le poste de pilotage selon la méthode des moyennes. Donc là, on est 20 ans plus tard. Est-ce que les pilotes auraient grandi ? Ils se disent, il faut qu'on agisse. Ils font réaliser la plus grande étude jamais entreprise pour eux. Ils mesurent 4000 pilotes, longueur du pouce, distance entre le nez et l'oreille. Quoi ? Ils mesurent tout ce qui est possible. C'est de la science, s'il vous plaît. À la fin de leur mesurage, ils ont calculé la moyenne de toutes ces données, persuadés qu'il y aurait moins d'accidents. Mais, dans l'ombre, il y a un gars qui en doute. C'est un scientifique de 23 ans, il s'appelle Gilbert Daniels. Il se retrouve face à ces données de ces 4000 pilotes là, mais combien de ces pilotes correspondent à ce pilote moyen ? Il va analyser 10 dimensions qui étaient les plus pertinentes pour un poste de pilotage, donc taille, tour de poitrine, longueur des manches. Combien de gars correspondent à ce chiffre moyen dans toutes les catégories ? Ses collègues, un peu fanfaron, je vous l'accorde, lui disent « il y a une majorité de pilotes qui va se retrouver dans la moyenne de chacune de ces mesures. » Il y avait combien de pilotes ? 0. Sur les 4000 pilotes, pas un seul pilote ne se retrouvait dans la fourchette moyenne pour les 10 dimensions. Mais c'est pour ça qu'il y avait des accidents, ils savaient pas atteindre les boutons, les mecs. Il arrive alors à la conclusion que le pilote moyen n'existe pas. Donc, en 1952, il fait son petit rapport à l'armée, là, et il dit, en fait, il faut adapter le poste de pilotage à chaque pilote, pas en fonction de la moyenne. Et l'armée va l'écouter. Les gars, c'est eux qui ont inventé les réglages que maintenant, toi, t'as dans ta caisse. Heureusement d'ailleurs qu'ils n'ont pas écouté Quetelet sur ce point. Mon enfer de vie, s'ils avaient pas trouvé ce système. Mais moi, je suis petite, je fais quoi ? Je roule nuit et jour avec une GoPro fixée sur ma tête ? La route, je la vois pas, mais ça, je le vois, hein ! Vous l'avez compris, une fois que l'armée a rendu le poste de pilotage réglable, les accidents sont descendus en flèche. Mais malheureusement, le reste de la société est resté sur l'analyse de Quetelet. Pire, il y a le deuxième fantastoc qui va faire son entrée, là, et qui va encore apporter une autre dimension à la moyenne. Francis Galton est né en 1822, il venait d'une famille riche et il croyait à la supériorité innée de sa famille et des membres de la classe dite supérieure. Alors lui, c'est plus le méchant de BD, c'est carrément les heures les plus sombres de l'histoire. Alors Galton, il était d'accord avec Quetelet, la moyenne représente la base scientifique qui permet de comprendre les gens, mais une idée les séparait, l'idée que l'homme moyen représentait la perfection. Pour Galton, l'homme moyen, il était médiocre, quelconque, comme les classes inférieures. Pardon. Pour lui, il était impératif que le genre humain s'éloigne un maximum de la moyenne. Là où Quetelet affirmait qu'être 50% plus rapide ou 50% plus lent que la moyenne, ça n'avait pas vraiment d'importance, tu t'éloignais juste de l'homme parfait, Galton il va dire non, quand t'es 2 fois plus rapide, c'est mieux qu'être 2 fois plus lent. Il va introduire la notion de rang. Et c'est lui le fondateur de l'eugénisme d'ailleurs. Il va classifier le genre humain en 14 catégories, en allant de l'imbécile jusqu'aux éminents, Galton faisant partie des éminents, tu penses. Et alors il va aussi pousser son raisonnement, sa folie, ici les deux sont des synonymes. Si ton intelligence est éminente, t'as beaucoup plus de chances que ta santé physique le soit également, que ton courage soit hors norme également, etc. À l'inverse, si t'es nul en maths, il est très probable que tu ne saches pas t'exprimer. Et alors en termes de course à pied, c'est une cata. J'ai quand même rarement entendu un truc aussi con. Allez, Quetelet ça a appris, mais bon là c'est beaucoup trop, trop. En 1890, l'idée qu'on pouvait distinguer les gens en fonction de leurs compétences de faibles à éminents avait imprégné quasiment toutes les sciences sociales et comportementales. Mais qu'est-ce donc cette diablerie ? On a une petite citation de Galton. Il est pratiquement impossible d'étudier un type de vie sans être impressionné par le peu d'importance de l'individu. L'individualité a été complètement rayée de la carte. Bon, là je vous sens dans un bon mood pour vous introduire le troisième mec. Oui, les remontées acides, c'est tout à fait normal à ce stade. Alors oui, quand on voit que cette idée a pu s'infiltrer partout, c'est rude. Mais c'est pas tout. Le troisième gars, il va encore venir pepser cette idée.
cet économiste américain dont vous avez dû entendre parler, c'est celui des 4 qui est le plus connu, et donc ce gars il va faire en sorte que la moyenne devienne la norme d'organisation dans les entreprises. L'auteur dit que c'est l'économiste qui a sans doute eu le plus d'influence sur la vie privée et publique du XXe siècle. Je vous pose un peu le contexte, on est ici en 1880, on est en pleine transition d'une économie agricole à une économie industrielle. On entre dans une nouvelle ère de production et on rencontre des problèmes dans les usines. Taylor voit que son pays traverse une terrible dépression, mais qu'en même temps les ouvriers ne restent pas dans les usines. Il y a un taux de renouvellement du personnel qui atteint parfois 1500%. Tu disais bonjour le matin au gars, à la fin de la journée, t'étais en mode « Hello? Hello ?» Personne ne te répondait jamais. Taylor dit alors que le système ne fonctionne pas parce qu'il est inefficace. Il va alors créer une nouvelle science du travail. Avant, c'était l'homme qui était prioritaire. On engageait les ouvriers les plus compétents et les meilleurs d'entre eux réorganisaient les process de l'entreprise. Taylor lui dit non, on va engager des mecs moyens mais qui correspondent à mon système. À partir de 1890 environ, il va commencer à partager une nouvelle vision de l'entreprise industrielle pour minimiser l'inefficacité de la même façon que la méthode des moyennes était censée minimiser les erreurs. C'est la standardisation. Et alors il veut optimiser toutes les tâches. Remplir le four de charbon? Ok, je chronomètre. Combien de mouvements physiques moyens pour les effectuer? La quantité optimale de charbon sur la pelle. Il calcule tout avec la moyenne. Et après, tout le monde doit se calquer sur l'optimum qu'il a trouvé. Pour lui, il y a toujours une meilleure façon d'accomplir une tâche. C'est la manière standardisée. Il va créer des manuels avec les règles à adopter, les fameux règlements de travail. Avant, les ouvriers étaient loués pour leur créativité. Maintenant, les ouvriers sont juste des automates. Et alors, c'est aussi Taylor qui va créer le fameux manager. I think that pretty much sums it up. Alors c'est peut-être un concept qui paraît super évident pour nous, mais je peux vous dire qu'à l'époque, la notion de manager, ça leur parle pas du tout. Pour eux, c'était une dépense superflue. Ils étaient considérés comme des employés non productifs, puisqu'ils étaient derrière des bureaux et n'effectuaient pas de travail physique. Embaucher un gars qui planifie le travail mais qui est incapable de le faire, pour eux, ça leur paraissait complètement absurde. Cette division va pourtant très vite définir le monde du travail, les managers aux commandes et les ouvriers qui effectuent concrètement le travail. Oui, c'est le moment de la citation de Taylor. Oui, ça m'embête. Écoutez, dans notre conception, nous ne demandons pas aux hommes d'avoir des initiatives, ok? On veut pas d'initiative. Tout ce qu'on attend d'eux, c'est qu'ils obéissent aux ordres que nous leur donnons, qu'ils fassent ce qu'on leur dit de faire et qu'ils le fassent vite. Je suis au point de vouloir me projeter dans le multiverse. Je me présente, Doctor Strange. Vous devez venir avec moi. Là où on aurait écouté juste 3 autres gars. Est-ce que vous visualisez l'importance, la déferlante de cette idée sur le monde? Bon, ça sert à rien de toute façon de vouloir se projeter dans un autre monde. Bon, on peut peut-être se rassurer en se disant qu'il existe probablement un multiverse uniquement composé de leurs citations. Alors, en parlant de citations, Taylor va quand même en écrire beaucoup, vu qu'il va écrire carrément un bouquin, qui va devenir un best-seller. Son système d'organisation du travail va même finir par porter son nom, le Taylorisme. Les entreprises du monde entier vont restructurer leur société en créant des départements, des services de personnel, des services RH. Chaque ouvrier devient un nombre dans une colonne. Même si le Taylorisme est souvent associé aux US, il a pris dans le monde entier. Il a pris en Russie, il a pris en Asie, et encore aujourd'hui, ça reste la philosophie dominante dans la plupart des sociétés des pays industrialisés. Mais aucune société ne l'admet vraiment. Non, parce qu'avec les années, le Taylorisme a pris une connotation raciste et sexiste. Ah, ça a quand même fait un minimum tilt. C'est toujours ça de prix. Si je peux faire une mini parenthèse sur mon expérience personnelle, bon, même s'il faut pas tirer de généralité d'un récit, évidemment. Alors, j'ai travaillé pour le plus gros groupe textile au monde, et ça me parle beaucoup. Ce truc de, c'est toujours le système en place, mais personne n'assume. On travaille vraiment dans un système de hiérarchie plate, donc on n'est pas comme ça, c'est vraiment plat. Elena, pourquoi tu l'as dit ça au Big Boss quand il est passé? Bah parce qu'il m'a posé la question. Non, tu passes par moi d'abord. Mais je croyais que c'était plat. Oh mais non, c'est plat, hein. C'est plat, mais il y a quand même un premier étage. Ou les fameuses histoires de productivité, aussi. Quand tu reçois tes livraisons, t'as un certain nombre de pièces que tu dois faire en un certain nombre d'heures pour rester productif. Sauf que d'un point de vue manip, un t-shirt et un jean, c'est pas la même chose, Bah écoutez, l'idée n'était pas logique il y a 100 ans, je vois pas pourquoi elle aurait un sens en bout de chaîne. Bon, mention spéciale pour les mecs des bureaux qui mettent en place les ratios de productivité, alors que bon, la plupart d'entre eux n'ont jamais travaillé dans un magasin. Voilà, et quand exceptionnellement ils viennent t'aider, tu te rends quand même compte qu'ils sont extrêmement lents. La productivité là, la prod. Autant vous dire qu'ils étaient ravis de mon franc-parler. Bon, on revient aux entreprises. Comment on va déterminer qui va devenir manager et qui va devenir employé, ouvrier? Alors, il faut savoir qu'en 1900, il y a seulement 6% de la population américaine qui avait un diplôme de secondaire et 2% de la population avait un diplôme universitaire. Il devient donc urgent de réformer le système d'enseignement américain. Mission, préparer des quantités massives d'étudiants à travailler dans les systèmes économiques de Taylor. Alors, on ne va pas du tout promouvoir l'excellence. On va plutôt proposer un enseignement standardisé, destiné à un élève moyen. On va donc diviser les élèves en groupes en fonction de leur âge, et ces groupes passeront tour à tour de cours en cours, qui avaient aussi une durée standardisée.
Des cloches sont aussi introduites pour imiter les sonnettes des usines et pour préparer les enfants à leur future carrière. Chaque élève est un élève moyen, avec l'objectif de lui apporter le même enseignement, sans tenir compte de ses expériences, de ses capacités ou de ses centres d'intérêt. Dans la foulée, on a Rockefeller, qui est un industriel américain, premier milliardaire de l'époque contemporaine, et qui avait donc plein d'usines à remplir d'ouvriers. Rockefeller va d'ailleurs fonder The General Education Board, qui est un organisme qui vise à améliorer l'éducation nationale aux États-Unis. Ah, on a une citation. Très bien. Nous n'essayerons pas de faire de ces gens, ou de leurs enfants, des philosophes ou des hommes de savoir ou de science. Nous ne rechercherons pas de grands artistes, des peintres, etc. Nous rassemblerons nos enfants au sein d'une petite communauté et leur apprendrons à faire parfaitement les choses que leurs pères et mères font de manière imparfaite. Vous faites un élevage illégal de furets ou on parle d'êtres humains là? J'ai perdu le fil. Comment? Dites, vous allez m'interrompre toutes les 3 secondes? Ah, il manque encore un petit tuste à l'école. Est-ce qu'on ferait pas rentrer le 4e Fantastoc? Allez! Bonjour monsieur, je suis un peu panique. Vous allez, j'imagine, apporter la dernière pierre à l'édifice. Enfin, l'édifice. Thorndike, il va prendre les idées de Taylor sur la standardisation, mais il va un peu les remanier pour séparer les élèves supérieurs des autres. L'auteur nous dit que Thorndike est le psychologue le plus influent de tous les temps, et il est célèbre pour sa réalisation la plus marquante. Il va établir la mission de l'école, du lycée jusqu'à l'université. Et sa différence par rapport à Taylor, c'est qu'il dit « Taylor se trompe en disant qu'il faut faire un enseignement moyen pour un élève moyen. L'école, au contraire, devrait trier les jeunes en fonction de leurs capacités, pour qu'après, on puisse leur donner leur juste place dans la société. » Thorndike est un défenseur des idées de Galton, le psychologue le plus influent de tous les temps, qui est donc raciste. Les 4 là, wow, ça pique, hein. Thorndike pensait que certaines personnes étaient tout bonnement nées avec un cerveau capable d'apprendre vite, et que ces personnes-là réussiraient non seulement à l'école, mais dans la vie. Et à contrario, si t'étais nul en maths, t'étais nul en natation et en dissertation. Parce que ça rime, on ne sait pas. Et c'est lui qui a commencé à standardiser les examens aussi, les tests de maths, d'orthographe, de tout. Vous trouvez pas que c'est le comble que l'une des figures les plus influentes de l'enseignement pensait que l'enseignement ne pouvait pas changer grand-chose? Je réinvente l'école, oui, mais sachez que l'école n'a aucun impact. L'école sert juste à identifier si t'as un bon cerveau ou pas. Voilà. Évidemment, comme toute chose sur cette terre, il faut un contraste. Tout n'est pas négatif dans l'approche moyenniste. Exemple, le taylorisme a permis d'augmenter les salaires de toutes les couches sociales et sans doute arracher plus de gens à la pauvreté que n'importe quelle autre avancée économique au siècle précédent. Et le problème de ce système, c'est qu'il faut se conformer selon certaines attentes et sans jamais tenir compte de la réelle personnalité de l'individu. Il a quand même fallu attendre 2003 pour qu'un psychologue néerlandais qui s'appelle Molenaar, qui est un ancien moyenniste. Sauf que quand il a analysé les tests standardisés, il s'est dit mais l'approche moyenniste est fausse. Elle est fausse! Pour résumer, en très gros, utiliser la moyenne d'un groupe pour évaluer des individus, ça ne marcherait que si les êtres humains étaient des clones figés, identiques. Un peu comme ça. Sauf que ce n'est évidemment pas le cas. Or, toutes ces théories, elles supposent ça. Ouais, le gars là, le Molenaar, quand il a voulu montrer ses résultats, il s'est heurté à un mur. La Terre est ronde? Alors non, parce qu'on est 500 ans plus tard, mais le mur à franchir est le même. Il y a donc des alternatives qui existent à ces théories moyennistes, qui sont la science de l'individu. Plutôt que de regrouper et d'analyser comme avec la moyenne, on va plutôt analyser et puis regrouper. Par contre, il faut le dire, cette science de l'individu, elle demande un nombre de données considérablement plus élevé qu'avec la méthode des moyennes. Todd Rose, qui est donc l'auteur du livre, va montrer à travers ses travaux qu'il faut valoriser la diversité et la complexité d'un individu. Il n'y a jamais un talent qui va se répartir de manière uniforme dans toute la population, c'est pas comme ça que ça marche. Et il faut être à l'écoute des différences de chacun. Aujourd'hui, mon objectif dans cette vidéo, c'était de vous faire découvrir ces 4 mecs, Ketley, Galton, Taylor et Thorndike, ces mecs qui ont changé la face du monde il y a 100 ans maintenant. Je trouve quand même que c'est un truc dingue d'être sur une planète peuplée de 8 milliards de personnes. On ne peut même pas visualiser ce chiffre. Et c'est seulement 4 hommes, 4 mecs, qui ont plus ou moins décidé comment cette masse allait être gérée. Ce petit moment où on a décidé d'écouter Ketley, où l'humanité a pris un virage, cet instant qui a tout changé. Dans un monde qui va si vite aujourd'hui, de se dire qu'il y a encore tellement d'aspects dans notre société qui sont dictés par la voix de ces 4 mecs. J'en suis encore choquée. C'est la fin de la vidéo, n'hésitez pas à liker et à commenter cette vidéo si ça vous a plu, si ce truc vous a fait autant halluciner que moi. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouveau Ce qu'on vous a jamais dit. D'ici là, prenez soin de vous, gros bisous, ciao!